Bonjour à toutes et à tous. Bessie a le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire réglementaire et technique réalisé dans un contexte qu'on va dire de particulier. Nous avons souhaité aborder ce sujet car il est d'une actualité brûlante. Pour preuve, vous êtes plus de 40 entreprises à vous connecter aujourd'hui. Certains d'entre vous ont communiqué des questions à réception du mail d'invitation. Notre intervenant, Christophe Herry du cabinet Altaïr Avocat que vous voyez, vous donnera réponse à la plupart d'entre elles dans les cas pratiques qui seront évoqués dans l'heure qui vient. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions sur le module QR de ce webinaire. Elles seront traitées en deuxième partie à partir de 11 h et j'espère que nous aurons assez de temps pour les aborder. J'ai donc maintenant le plaisir de passer la parole à Christophe Herry. Christophe, à vous. Merci Jacques, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager cette heure d'intervention avec vous tous, même si je ne vous vois pas. C'est aussi pour moi une première, parce que j'avais l'habitude d'intervenir pour BCI à l'occasion de séminaires ce qu'on appelle en présentiel. Et j'espère qu'on se verra tous très bientôt. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est grosso modo de passer en revue la boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser pour gérer, renégocier et discuter avec votre partenaire lorsque votre contrat export est affecté par la crise du Covid. Donc, j'aborderai d'abord l'analyse préalable qu'il faut faire de la situation contractuelle. Je traiterai après du dispositif spécial de gel des sanctions et délais. C'est important parce que d'une certaine manière, ça anesthésie un petit peu temporairement toutes les discussions compliquées sur les excuses et les sanctions. Puis évidemment, on passera en revue avec des exemples les dispositions légales traditionnelles. J'aborderai rapidement quelques autres outils de négociation et je partagerai avec vous quelques réflexions sur ce qu'il faut mettre dans les nouveaux contrats, ceux que vous pouvez signer aujourd'hui ou demain. Alors, je vous adresserai une checklist après le webinaire, dans les jours qui suivent, mais d'ores et déjà, je voulais partager avec vous quelques points de vigilance, points qui vont vous permettre finalement d'arrêter une stratégie de discussion en fonction des outils juridiques que vous avez à disposition. Donc, vous allez devoir faire une vérification de votre contrat. J'allais dire, vous allez devoir analyser le contrat et comme ce sont des mots à la mode, je dirais, non pas tester, mais lisez vos contrats, conditions générales d'achat, conditions générales de vente. Et notamment, vous allez déterminer si le contrat est soumis au droit français ou à un droit étranger. S'il est soumis au droit français, vous allez pouvoir écouter tranquillement tout ce que je vais vous dire dans l'heure. S'il est soumis à un droit étranger, vous pourrez aussi le faire, mais bien évidemment, il faudra certainement faire appel à un avocat étranger. Bien évidemment, ce droit applicable au contrat, soit il est prévu expressément au contrat, soit vous n'avez pas prévu de clause de droit applicable dans votre contrat. Ça crée un peu plus d'ambiguïté et d'insécurité. Je ne peux pas réellement aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais grosso modo, c'est vrai que vous avez une chance sur deux pour que dans cette hypothèse-là, le droit français soit applicable, même si les règles de ce qu'on appelle le conflit de droit sont assez techniques. Il faut passer aussi en revue la nature de votre contrat. Donc, savoir si c'est un contrat de vente, de façonnage, de distribution, d'agence, de franchise, de prestation, puisqu'il y aura éventuellement un régime particulier qui s'appliquera à ce contrat. Savoir si ce contrat finalement est un contrat court terme de type vente ou si c'est un contrat long terme, distribution, agence. Est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée ou est-ce que c'est un contrat à durée déterminée minimum sur 3-4 ans? Les clauses du contrat sont aussi importantes. Il va falloir se pencher dans le texte de votre contrat, notamment pour définir vos obligations. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la définition de vos obligations déjà qui va vous mettre en risque ou pas par rapport à votre partenaire et vice-versa. Quelle est la substance de vos obligations? Quels sont les délais? Est-ce que ces délais sont stricts? Est-ce qu'ils sont indicatifs? Est-ce qu'il y a une période de grâce? La même chose pour les excuses. Alors, les excuses, c'est bien évidemment la force majeure, mais vous pouvez avoir d'autres types, on va dire, d'excuses. Il va être également temps de vous pencher sur vos éventuelles limitations de responsabilité ou exclusions de responsabilité, les vôtres et celles de votre partenaire. Et puis enfin, parce que vous êtes dans une situation de crise
de tension éventuelle avec votre partenaire, vous allez quand même être obligé de vérifier quel serait le juge compétent, français, étranger ou arbitre, en cas de litige, pour un peu comprendre et anticiper où peut vous mener une négociation dure qui aboutirait à une procédure. Également aussi les clauses de conciliation. C'est important de savoir si dans les clauses de conciliation, vous avez par exemple, une clause de conciliation ou de médiation préalable avant tout litige. S'agissant des vérifications factuelles, d'abord, il faut vérifier quel est le timing de vos obligations réciproques. Identifier si ces obligations ont déjà été réalisées ou si elles restent à réaliser. Et parmi les obligations restant à réaliser, est-ce qu'elles sont échues, c'est-à-dire que l'une des parties est déjà un petit peu en faute, en retard, ou est-ce que finalement elles ne sont pas échues et elles sont à terme, à 15 jours, à 2 mois, à 3 mois. Après, évidemment, vous allez être obligé de vérifier l'interférence de la crise sur vos obligations. Il y a des interférences directes et puis des interférences, on va dire, indirectes ou d'ordre contextuel. Et le point important en vue d'une discussion, d'une négociation, voire un litige, c'est de garder les preuves de l'interférence de cette crise. Alors, je dirais, il y en a presque trop. Il faut que ce soit des preuves précises, directes de l'impact sur l'exécution de votre propre contrat. Et je dirais, il faut aussi le faire s'agissant de l'impact de la crise sur les obligations de votre partenaire, parce que lui aussi peut être en situation de faute, de défaillance, de demande d'excuses. Il va vous produire peut-être quelques preuves. C'est à vous aussi d'anticiper ces preuves et de les garder pour éventuellement le contredire ou vérifier ce qu'il peut vous dire. Et puis évidemment, il y a un aspect un peu plus subjectif, c'est vérifier l'état de la relation. D'abord pour vérifier ce que vous avez déjà écrit au cours des dernières semaines, avant de prendre position, pour éviter de se contredire. On peut même se demander si dans ces cas-là, il faut continuer à écrire pour plutôt attendre l'argumentation du partenaire. Je vous en parlerai plus tard. Et puis, rentre aussi en compte dans l'analyse préalable de votre situation contractuelle, c'est la relation aussi subjective au sein de la relation contractuelle, c'est-à-dire la relation de confiance. Est-ce que vous voulez poursuivre ou est-ce que finalement c'était déjà une relation qui était bancale? Quand vous aurez, je dirais, tous ces éléments, eh bien, ces éléments vous permettront d'avoir une vue assez globale de votre relation et vous pourrez, en fonction de ces éléments et des objectifs que vous vous êtes donnés, utiliser la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, c'est quoi? Elle commence par donc, ce dispositif spécial de gel des sanctions dont vous avez déjà entendu parler, qui a été fixé par les deux ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020, les ordonnances 306 et 427. Et ces ordonnances, elles ont pour but de geler les effets des clauses qui pourraient sanctionner trop lourdement ou trop définitivement le respect de certaines obligations contractuelles pendant la crise du Covid-19. Les ordonnances ont d'abord créé une période qui va être une période pivot, puisque les parties vont se positionner avant, pendant ou après cette période pivot, ce qu'on appelle la période juridiquement protégée, qui, à ce jour, court du 12 mars inclus jusqu'au 23 juin inclus. Il faut savoir que cette période juridiquement protégée, en fait, c'est quoi? C'est la période d'état d'urgence sanitaire qui va jusqu'au 23 mai, à laquelle on a rajouté un mois, c'est-à-dire 23 juin. La période d'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est en cours de reconduction. On a parlé de 2 mois supplémentaires, ce qui voudrait éventuellement dire que la PJP, ce qu'on appelle les PJP, pourrait être étendue au 23 août. J'ai mis un point d'interrogation parce que, en fait, dans le contexte de déconfinement, il est aussi possible que par voie d'ordonnance, dans les prochains jours, le gouvernement décide de réduire la PJP, d'une certaine manière de la décorréler peut-être de l'état d'urgence sanitaire, pour la réduire à peut-être une date qui pourrait expirer vers le 11 juin. Donc, moi, je vais garder comme cadre le 23 juin. Vous verrez, tous les exemples seront calés entre le 12 mars et le 23 juin. Mais il faut comprendre que cette période pourrait être réduite peut-être jusqu'au 11 juin ou au contraire être étendue jusqu'au 23 août. On le saura dans les tout prochains jours. Quand vous avez cette PJP,
période juridiquement protégée, vous allez déterminer d'abord si vous êtes affecté par des obligations qui ont commencé à produire des effets avant le 12 mars. Il s'agit des clauses pénales, ce qu'on appelle des clauses de pénalité. Typiquement, si vous avez livré, ou si vous deviez livrer, ou si votre partenaire devait livrer une marchandise avant le 12 mars, et que cette livraison n'est pas intervenue, faisant courir une pénalité. Cette pénalité a commencé à produire ses effets avant le 12 mars, elle sera automatiquement suspendue pendant la PJP et elle reprendra automatiquement ses effets à la fin de cette PJP, sous réserve que, bien évidemment, entre-temps, la marchandise livrée ou l'obligation sanctionnée soit exécutée. Maintenant, s'agissant des obligations devant être réalisées pendant la PJP, on parle de quoi? On parle de clauses de pénalité à nouveau, on parle de clauses de résiliation et on parle de clauses de déchéance lorsque ces clauses ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. On parle à ce moment-là d'une véritable période de gel, mais on parle uniquement d'inexécution qui était soumise à une date contractuelle d'exécution qui était échue pendant la PJP, 12 mars, 23 juin, ou un délai qui expirait pendant cette PJP. Attention, ce sont les sanctions qui sont suspendues. Mais le gouvernement a dit très clairement, les obligations contractuelles ne sont pas suspendues. C'est-à-dire que rien n'interdit à l'une ou l'autre des parties de continuer à exécuter ces obligations, à livrer, à payer, à fabriquer, à vendre, etc. etc. De même, les ordonnances ne suspendent pas les intérêts de retard qui courent en cas de non-paiement. Ce qui va être suspendu, ce sont les clauses de pénalité contractuelle en cas de non-paiement, et les intérêts de retard, éventuellement à un taux légal ou au taux contractuel, continuent à courir. Je rappelle que le taux légal, à défaut de mention contraire, c'est le taux de la BCE plus 10 points. D'autre part, et j'insiste à nouveau là-dessus, seules les obligations devant être exécutées à une date échue pendant la PJP sont couvertes par la suspension des sanctions. C'est-à-dire que les obligations qui sont à exécution successive ou constante ne sont pas concernées par cette disposition. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Pour ces obligations-là, quel est le délai de mise en conformité? Ce délai va donc courir à compter du 24 juin. On va le décompter en jours. Et grosso modo, il va courir, ça va être le nombre de jours entre le 12 mars, si le contrat était antérieur au 12 mars, et la date à laquelle le contrat aurait dû être exécuté pendant la PJP. Si le contrat a été conclu pendant la PJP, eh bien ce sera la date à laquelle cette obligation est née pendant la PJP et la date à laquelle, par exemple, la livraison aurait dû intervenir. J'ajoute que les obligations dont le respect doit être constant peuvent toujours être sanctionnées. J'ajoute aussi qu'il est possible de résilier pendant la PJP à ses risques et périls en cas de faute grave du co-contractant. Et j'indique que le non-respect, c'est important aussi de l'avoir en tête dans la négociation que vous allez avoir avec vos partenaires, le non-respect d'une obligation contractuelle pendant cette PJP pourra donner lieu ultérieurement à des dommages et intérêts sanctionnant les fautes qui auraient été commises pendant cette PJP, sous réserve bien évidemment des dispositions contractuelles. S'agissant maintenant des obligations qui sont échues après la PJP, puisque les ordonnances visent également ces obligations. Ces obligations pourront être valablement exécutées et reportées pendant un délai qui sera d'une durée égale à la durée écoulée entre le 12 mars 2020 et la date de fin de la PJP. C'est-à-dire que si votre contrat est conclu avant la PJP, donc avant le 12 mars, et si vous avez une livraison qui est prévue par exemple pour le 15 juillet,
eh bien, le délai d'exécution de la livraison sera, à compter de ce 15 juillet, reporté de la totalité de la PJP, c'est-à-dire 104 jours. Attention, pour toutes ces obligations échues après la PJP, les obligations couvertes par cette disposition de gel, finalement, des sanctions et de report de la possibilité d'exécuter cette obligation, cela ne concerne que les obligations de faire, donc de livrer principalement, ou de donner, faire et donner. En revanche, les obligations de paiement ne sont pas concernées. Pour les obligations de paiement qui sont échues après la PJP, elles devront être payées exactement à la date convenue. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'ordonnance ne prévoit aucune limite à l'échéance postérieure de l'obligation. C'est-à-dire que, eh bien, en l'état des choses, une obligation par exemple, une installation industrielle ou des travaux ou une prestation de service qui devrait être réalisée au 15 octobre 2020 ou peut-être même au 10 janvier 2021, dès lors que le contrat a été conclu avant la PJP, eh bien, pourrait toujours bénéficier de ce report de date le moment venu. Le moment venu. On verra si le gouvernement, tout d'un coup, change un petit peu la donne et limite la période, on va dire, postérieure à la PJP. Sinon, toutes les obligations échues postérieurement à la PJP pourraient encore bénéficier de ces 104 jours complémentaires. Alors, prenons, dernier point, la PJP aussi affecte la possibilité les cas de… Attendez, j'ai un petit souci avec ça, voilà, je regarde si je peux, hop, voilà, excusez-moi, toc, voilà, parce que j'avais d'autres personnes qui apparaissaient, c'est très bien. La PJP aussi va permettre à une partie qui n'aurait pas pu résilier son contrat pendant cette période de crise de bénéficier d'un délai supplémentaire. Et donc, la possibilité de résilier un contrat qui était échu pendant la PJP ou la possibilité de s'opposer au renouvellement tacite d'un contrat, surtout d'un contrat à longue durée, et bien cette possibilité va être reportée, pour le dire très simplement, jusqu'au 24 août. Donc, à tout moment, entre la date à laquelle vous deviez exécuter cette obligation de dénonciation, de résiliation, pendant la PJP jusqu'au 24 août 2020, vous pourrez le faire. À l'inverse, toutes les dates de notification de résiliation ou d'opposition qui étaient échues avant le 12 mars ou après le 23 juin doivent être strictement respectées. Alors, ça pose quand même des sujets pratiques importants. Ça permet aux parties probablement, enfin très certainement de reporter une partie de la tension dans la discussion à plus tard. Et je vais vous donner quelques exemples pratiques, illustratifs. Première hypothèse, donc c'est l'hypothèse des contrats conclus avant la PJP avec des livraisons, on va dire, prévues, des exécutions avant la PJP. Dans l'hypothèse H1, vous le voyez, c'est l'hypothèse du départ automatique d'une pénalité à compter de la livraison qui était prévue le 14 février et qui n'est pas intervenue le 14 février. Les pénalités commencent à courir, elles seront suspendues automatiquement le 12 mars et elles reprendront automatiquement le 23 juin, enfin plus précisément le 24 juin, jusqu'à la livraison éventuelle. Idem dans l'hypothèse numéro 2, en cas de résiliation automatique, ce qu'on appelle de plein droit du contrat, si la livraison n'est pas intervenue le 14 février, si votre contrat, parce que ce n'est pas nécessairement le mécanisme légal, hein, mais si votre contrat prévoit, peut-être parce qu'il n'est pas très bien rédigé, une résiliation de plein droit, ou s'il est écrit « le contrat est résiliable de plein droit », c'est-à-dire sans initiative des parties, ce qui est un peu gênant, eh bien, votre contrat a peut-être déjà été résilié de plein droit, par exemple, dans l'exemple, 10 jours après la non-livraison. Et c'est déjà acquis. Prenons l'exemple maintenant, toujours la même chose, des mêmes dates de contrat, même date de livraison, donc en 14 février. Et dans ces cas-là, la résiliation ne peut intervenir qu'après une mise en demeure de 10 jours non respectée.
Dans l'hypothèse numéro 3, vous voyez que cette mise en demeure avec un préavis de 10 jours a expiré avant la PJP. Le contrat est déjà, on va dire, résiliable. Et si, comme c'est en principe le cas dans les contrats, il est prévu que c'est au créancier de notifier la résiliation, je pense que la résiliation peut être effectivement notifiée pendant la PJP. Elle aurait pu être notifiée dès le 28 février. Elle peut être notifiée après, donc pendant la PJP. Pourquoi? Parce que le délai a déjà couru et là, le droit à résiliation est déjà échu avant le 12 mars. En revanche, dans l'hypothèse numéro 4, vous voyez bien que la mise en demeure fait courir un délai qui est à cheval avant la PJP, pendant la PJP. Donc, ce délai est suspendu de plein droit pour les 2 jours complémentaires. Et ce sont ces 2 jours qui courront à compter du 24 juin. Et alors, effectivement, vous pouvez faire tout à fait le même exemple avec non pas 2 jours, mais 20 jours, 30 jours, etc. Et bien évidemment, pour bien caler les choses, dans l'hypothèse numéro 5, si pour une livraison le 14 février, vous n'avez pas fait de mise en demeure préalable à la résiliation avant la PJP, eh bien, vous attendrez le 24 juin, 24 juin, pas 24 juillet, 24 juin, pour, il y a une erreur à l'écran, c'est 24 juin. Vous attendrez le 24 juin pour délivrer votre mise en demeure avant résiliation, faisant courir le délai de 10 jours pour une livraison éventuelle 10 jours après, et après vous en tirerez les conséquences plus ou moins rapidement. Autre hypothèse, l'hypothèse de la Convention de Vienne. Alors, je suis exactement, à peu près dans la même hypothèse, sauf que dans ce cas-là, les ventes internationales, il faut le savoir, soumises au droit français, sont automatiquement soumises en fait à ce qu'on appelle la Convention de Vienne ou la Convention sur la vente internationale de marchandises. C'est une convention internationale qui est en vigueur en France depuis 1988, donc j'allais dire finalement presque un siècle, ou en tout cas une période qui devrait couvrir plusieurs générations de juristes et de juges. Malheureusement, elle n'est pas toujours très bien maîtrisée, très bien connue. Il y a des acheteurs ou des vendeurs étrangers qui le connaissent beaucoup mieux, comme par exemple les Allemands, les Belges, les Hollandais. Et cette convention de Vienne s'applique en plus de votre contrat. Je vous invite à lire le texte. Il y a un lien d'ailleurs à la fin de ma présentation. Vous pouvez profiter de cette période de confinement pour lire la centaine d'articles. C'est un peu aride, mais ça pourrait vous aider. Et s'agissant de la résiliation, la Convention de Vienne, dans son article 47, précise que l'acheteur peut résilier le contrat après avoir accordé un nouveau délai raisonnable. Si votre contrat n'a pas prévu expressément finalement ce qu'est ce délai raisonnable, ça va être l'acheteur qui va le fixer. Il va le fixer à 3 jours ou à 3 semaines. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où il a envoyé une mise en demeure le 27 février, eh bien, selon qu'il a accordé 3 jours ou 3 semaines, le délai sera suspendu à compter du 12 mars. Et ce délai raisonnable qu'il aura donné, eh bien, repartira à compter du 23 juin. Maintenant, s'agissant des contrats avec une échéance pendant la PJP. Alors, il faut se concentrer sur, on va dire, l'exemple 7 qui est le plus classique. L'exemple 7 qui est le plus classique, qu'est-ce qu'il dit? Il prévoit une hypothèse d'une livraison, cette fois-ci, pendant la PJP. Si le vendeur n'a pas livré la marchandise prévue, si il n'a pas réalisé les travaux, s'il n'a pas délivré l'étude à la date prévue, les clauses qui sanctionnent cette non-livraison, cette non-exécution, comme les clauses de pénalité et les clauses résolutoires, seront suspendues jusqu'après la PJP. Et après la PJP, le débiteur, c'est-à-dire par exemple le vendeur ou le prestataire, aura un délai supplémentaire qui sera égal au délai courant du 12 mars 2020 jusqu'à la date initiale ou prévue de réalisation, par exemple, de la livraison de la prestation. Dans mon exemple, c'est 33 jours, entre le 12 mars et le 14 avril. Eh bien, il aura droit à nouveau à 33 jours, courant à compter du 24 juin, pour faire cette livraison bis. Et s'il ne le fait pas, ce n'est qu'à ce moment-là que les clauses du contrat sur pénalité, résiliation ou les dispositions légales
qui pourraient sanctionner ces pénalités ou cette résiliation s'appliqueront. J'ai pris un autre exemple en sens inverse, en hypothèse 8. C'est l'hypothèse cette fois-ci du paiement. Par exemple, paiement d'un acompte. Eh bien, c'est le même mécanisme. Si vous avez émis une facture le 20 mars pour une échéance le 30 mars, en cas de défaut de paiement de l'acompte, les pénalités de retard sur cette somme-là, je ne parle pas des intérêts de retard qui courent, mais les pénalités de retard ou les clauses de résolution seront suspendues jusqu'au 23 juin et un nouveau délai, on va dire de mise en conformité, courra, et dans mon exemple, il est de 19 jours. J'ai pris également l'exemple, alors peut-être plus rare, de l'échéancier de paiement, juste pour illustrer la problématique de la troisième clause qui peut être suspendue, qui sont les clauses de déchéance. Alors, il y a plein d'exemples de déchéance, mais il y a notamment la déchéance de l'échéancier de paiement en cas de non-respect. Eh bien, ce qui se passera, c'est que cette déchéance de l'échéancier de paiement sera reportée aussi après la PJP, s'agissant des échéances 1 et 2. L'échéance 1 sera reportée de 36 jours à compter du 24 juin, et l'échéance 2, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, sera reportée de 62 jours. Mais les échéances postérieures à la PJP devront être respectées. Donc, vous verrez par exemple, dans mon exemple, que les échéances 3 et 4 devront être en principe respectées. Si elles ne le sont pas respectées, eh bien, vous aurez une discussion sur notamment force majeure, imprévision, exception d'inexécution, etc. Donc, grosso modo, tout ce qui va se passer après la PJP, et donc toutes les non-exécutions après le 24 juin, enfin à compter du 24 juin, donneront lieu à ce moment-là à débat sur imprévision, exception d'inexécution, force majeure, etc. etc. Je prends un autre exemple qui sont cette fois-ci les contrats ayant une échéance après la PJP. Deux exemples, même trois exemples. Dans l'hypothèse 10, le contrat a été conclu bien avant la PJP avec une livraison prévue bien après, enfin le 10 juillet. Ça arrive, je le vois actuellement, donc très simplement, des contrats de développement en biotechnologie avec ce qu'on appelle des milestones ou en tout cas des étapes de développement à long terme. Vous pouvez aussi l'avoir sur des contrats de conception et de livraison par exemple, d'installation industrielle de lignes de production. Dans ce cas-là, bien évidemment, la livraison, en principe, devra intervenir le 10 juillet. Mais si elle n'intervient pas le 10 juillet, elle ne pourra être sanctionnée à nouveau par les clauses de pénalité et les clauses résolutoires qu'après un délai qui sera égal à l'intégralité de la PJP, 104 jours. J'attire votre attention sur le fait que la durée de la PJP pourrait être réduite ou elle pourrait être étendue. Et si elle est étendue, comme c'est une des hypothèses, de 2 mois supplémentaires, eh bien, vous devrez rajouter, grosso modo, 61 ou 62 jours. Peut-être une bonne chose, mais pas forcément, parce qu'on parle quand même de délais, cette fois-ci, qui sont très, très longs. Hypothèse numéro 11, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, le contrat a été conclu pendant la PJP, et donc le décompte se fait entre la date de signature du contrat et la fin de la PJP, et ce délai, en l'occurrence de 30 jours, est ajouté à compter de la date d'échéance normale. L'hypothèse 12, que j'ai évoquée tout à l'heure, vise le paiement de somme due contractuellement après la PJP, et là, il n'y a pas de report possible. C'est-à-dire que si le paiement de l'acompte est prévu au 30 juin, eh bien, ce paiement devra être respecté à compter du 30 juin, et à défaut, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre les clauses de pénalité et de résiliation. Ça, c'est pour le gel des sanctions, vous voyez, donc nées avant, pendant, après. Et pour partie, bien, ça va encore continuer pas mal de temps parce que vous allez en parler en juillet avec vos partenaires. Et puis, si la PJP est étendue, ça va être juillet, août, septembre. Et puis, je vous dis, il y a des obligations même postérieures à la PJP qui pourraient peut-être bénéficier de ces clauses, de ces dispositions-là, peut-être au cours par exemple, de l'automne prochain. Maintenant, je vais prendre l'exemple des contrats cadres. Là, c'était plutôt des hypothèses de livraison,
de réalisation de travaux, de réalisation d'études, de prestations. Prenons l'exemple des contrats de distribution et d'agence. Donc, c'est des contrats à exécution successive. Ce que nous dit l'ordonnance 306, c'est la chose suivante. Je prends juste l'exemple de l'hypothèse 13. L'hypothèse 14 étant à peu près la même chose. Dans les contrats de distribution et dans les contrats d'agent, vous avez souvent surtout lorsqu'il y a une exclusivité, vous avez des clauses de respect de minima de chiffre d'affaires ou de génération de chiffre d'affaires pour les agents commerciaux, qui sont appréciés souvent sur une année civile. Et en cas de non-respect, le fournisseur ou le mandant a le droit de résilier le contrat. On met souvent dans les contrats des dates ultimes de résiliation de la part du fournisseur ou du mandant, à la fois pour protéger l'autre partie, mais aussi pour protéger celui qui va dénoncer le contrat, puisque s'il dénonce le contrat dans le délai contractuel, il n'y a pas de discussion sur est-ce que c'était trop tardif ou pas trop tardif. Personnellement, je mets souvent des dates au 31 mars, quand je suis côté évidemment fournisseur-exportateur. Le distributeur aura plutôt tendance à dire qu'il faut résilier dans les 15 jours ou 30 jours, et à défaut, il n'y a plus de droit à résiliation. Eh bien, dans l'hypothèse que j'ai donnée, si le fournisseur n'a pas résilié au 31 mars comme cela a été prévu au contrat, il aura le droit d'invoquer ce droit de résiliation jusqu'au 24 août 2020. Jusqu'au 24 août 2020. Évidemment, si la PJP est réduite, cette date va être réduite concomitamment. Si la PJP est augmentée, cette date du 24 août va être retardée. Cette date ultime, elle est donc de 2 mois après la fin de la PJP. 2 mois après la fin de la PJP. Cet exemple-là permet d'attirer votre attention sur un point un peu plus crucial qui est la violation d'obligations, on va dire, récurrentes ou constantes. Prenez l'exemple d'une obligation de non-concurrence. Si votre partenaire étranger avait déjà, d'ailleurs, depuis le 1er janvier, décidé de passer outre la clause de non-concurrence ou d'exclusivité, ça dépend des hypothèses, pour représenter ou pour distribuer un produit concurrent en violation de votre clause de non-concurrence, vous avez la possibilité de résilier le contrat. S'agissant d'une obligation, on va dire, constante, dont le respect doit être constant, en principe, je considère que vous pouvez résilier ce contrat en cas de violation pendant la PJP ou après la PJP, mais en tout cas pendant la PJP. Le point crucial, c'est qu'il faut le faire sans mise en demeure préalable. Parce que je pense que si vous délivrez une nouvelle mise en demeure à votre partenaire, parce que par exemple le contrat vous l'impose, avec un préavis, vous allez tomber sous l'empire des dispositions de gel des sanctions pendant la PJP, puisque ce délai, c'est l'hypothèse numéro 16, ce délai de 8 jours sera gelé et devra repartir 8 jours après le 23 juin. Alors, même si votre contrat le prévoit, en principe, vous pouvez vous affranchir, ça dépend comment c'est rédigé, mais vous pouvez vous en affranchir parce que ce sont des obligations qui, en principe, sont des obligations dont la violation ne peut pas être réparable. S'il y a une violation de l'obligation de non-concurrence, c'est acquis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous ne pouvez pas lui demander de réparer finalement, certes en arrêtant, si ça vous suffit, mais vous ne pourrez pas repartir en arrière. Mais en tout cas, il faudra bien réfléchir au fait de savoir si vous donnez, on va dire par faiblesse, par gentillesse ou par loyauté, si vous délivrez une mise en demeure ou si vous notifiez la résiliation immédiate. Dernier exemple, l'exemple des renouvellements. Je vais prendre juste les exemples de 17 et 18. Vous avez un contrat à durée déterminée qui a été conclu il y a plusieurs années, qui arrive à échéance le 31 décembre 2020. Selon les hypothèses 17 ou 18, vous devez vous opposer, ou l'une des parties peut s'opposer au renouvellement tacite, par exemple pour 2 ans supplémentaires, en envoyant une notification. Dans l'hypothèse numéro 17, c'est au plus tard 6 mois avant. Dans l'hypothèse numéro 18, c'est au plus tard 7 mois avant. Et bien, selon les cas, il y aura un report ou pas. Si c'est 6 mois, la date limite du 30 juin doit être strictement respectée et à défaut, vous avez perdu ou votre partenaire a perdu le droit de s'opposer au renouvellement tacite. Si c'est le 31 mai, eh bien, la partie qui avait le droit de s'opposer au renouvellement aura ce droit reporté jusqu'au 25 août. Jusqu'au 25 août, qui est une date qui peut moduler dans un sens ou dans un autre.
Alors, en fonction de ce que vous avez réussi déjà à gérer pendant cette période de gel, vous allez en principe pouvoir utiliser certains outils traditionnels, d'autres moins traditionnels que j'évoquerai, soit pendant la période, mais surtout après cette période de gel. Alors, vous pouvez déjà discuter, vous avez intérêt à discuter pendant cette période-là si vous avez un sujet avec votre partenaire sur une annulation, un non-paiement, un report, etc. Mais le vrai sujet, et c'était l'intérêt des ordonnances, va être décalé à partir du 24 juin. Alors, les dispositions traditionnelles légales, il y en a 3, la force majeure, ce qu'on appelle l'imprévision, et puis ce qui va prendre peut-être beaucoup plus d'importance, beaucoup plus que d'habitude, c'est l'exception d'inexécution. La force majeure, je vais l'évoquer d'abord à travers le Code civil, puis la Convention de Vienne. Vous avez à l'écran les conditions habituelles, extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. On va faire un petit point, un focus sur l'irrésistibilité. Grosso modo, il y a finalement une triple condition dans l'irrésistibilité. Il faut que ça empêche l'exécution. Donc c'est vraiment un empêchement. La force majeure, c'est un peu binaire, sauf aménagement contractuel, mais sinon, il faut que l'une des parties, enfin la partie qui l'invoque, soit empêchée d'exécuter le contrat. Ce n'est pas plus difficile, c'est empêcher. Deuxièmement, il faut que cette irrésistibilité soit également très intense dans ses effets, parce que ce sont des effets qui ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Donc, grosso modo, vous avez un plan B, alors approprié, raisonnable, mais ça reste toujours impossible. Il va falloir le montrer. Ou en tout cas, il faudra que celui qui l'invoque montre que les mesures appropriées, le plan B, on va dire, n'est pas applicable. Et puis, il y a un point qui se déduit de cette irrésistibilité, et c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'il faut que cet événement, par son irrésistibilité, ait un impact causal direct sur l'obligation en cause. Et on parle bien d'une obligation précise. On ne parle pas du Covid ou de la crise qui a un impact sur l'ensemble du contrat ou l'ensemble de l'économie. La force majeure, si vous l'invoquez, c'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres outils, la force majeure, si elle est invoquée, c'est une excuse à la non-exécution d'une obligation précise. Il faut qu'il y ait un lien direct. C'est-à-dire que si l'un des dirigeants de votre société n'a pas pu voyager en Chine pour faire, par exemple, ce qu'on appelle le kick-off, c'est-à-dire le lancement de l'opération, le lancement du projet, parce que les lignes aériennes étaient suspendues, c'est une chose. En revanche, vous aurez peut-être du mal à invoquer cette impossibilité de voyager sur le fait que vous n'avez pas délivré en temps et en heure le bien qui a été commandé ou les travaux qui ont été commandés. Parce qu'il faudra prouver qu'il y a eu un impact direct sur votre production, sur votre délivrance, sur l'exécution de la prestation. Quand vous invoquez la force majeure, c'est dans l'optique de suspendre le contrat, ou plus précisément de suspendre l'exécution de l'obligation en cause, sans responsabilité. La résiliation interviendra, plus précisément la résolution interviendra, soit si le caractère temporaire fait que le contrat est devenu finalement sans objet, soit si l'empêchement est définitif et finalement on n'est plus dans la suspension, on doit arrêter le contrat parce qu'il ne sera jamais exécuté. On parle de résolution, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il faut avoir en tête, une résolution de plein droit, ça veut dire qu'en principe, le contrat n'a pas existé, résolution, ça veut dire que s'il y a déjà eu des exécutions et surtout des paiements, ils doivent être restitués. Alors, si d'un côté il y a eu une exécution et que cette exécution ne peut pas être restituée, par exemple une livraison partielle, c'est possible, une exécution d'une prestation, c'est impossible. Le prix qui sera remboursé tiendra compte de cette impossibilité de remettre en état les deux parties. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que dans ce cas-là, le contrat est résilié de plein droit, résolu de plein droit, sans intervention des parties. Donc, d'où l'intérêt quelquefois d'avoir des clauses de force majeure qui, à nouveau, disent qu'il faut que l'une des parties notifie la résiliation. J'attire votre attention sur la force majeure de la Convention de Vienne. On est grosso modo sur les mêmes conditions.
Vous avez le texte en annexe de mon intervention, vous verrez, c'est à peu près la même chose. J'attire aussi quand même votre attention sur les conséquences. Là, on est plutôt sur une suspension et ou une fin. Or, cet article est important parce qu'il s'applique à tous les contrats de fourniture de produits standards soumis au droit français, ou tout, parce que c'est une conception un peu plus large que notre conception franco-française, et ça s'applique également aux fournitures de produits sur mesure, c'est grosso modo lorsqu'on vous fournit un plan, à peu près, pour faire simple. Eh bien, cette disposition va s'appliquer donc lorsque le contrat est soumis au droit français ou lorsque le contrat est soumis à un droit étranger d'un pays qui a ratifié la Convention de Vienne. Il y a peut-être grosso modo un tiers, enfin la moitié des pays peut-être dans le monde qui ont ratifié la Convention de Vienne. Bien évidemment, vous pouvez y déroger. Mais si vous n'y dérogez pas, il faut savoir que les obligations, les conséquences de la mise en œuvre de cette force majeure, c'est que vous avez, c'est écrit dans le texte, une obligation de notification dans un délai raisonnable. Vous devez notifier le cas de force majeure, c'est une évidence, mais il faut le faire. Bien évidemment, vous êtes exonéré de responsabilité pendant la durée de l'événement. En revanche, en fonction du cas de force majeure, eh bien, chaque partie peut décider de résilier le contrat. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et c'est chaque partie qui peut le faire, sauf aménagement contractuel. Il faut l'avoir en tête parce que votre partenaire pourrait éventuellement réagir en invoquant ces dispositions. Alors, on a beaucoup parlé de l'imprévision. Et pourquoi? Parce que d'abord, on est probablement dans cette situation-là. Et puis, il faut savoir que l'imprévision est une disposition légale assez récente, 2016, et qui a créé une brèche assez importante dans un principe qui existait depuis 200 ans, était que le juge ne pouvait pas s'immiscer dans l'exécution du contrat pour rétablir l'équilibre du contrat. On dit, et on dit toujours, que le contrat, c'est la loi des parties. On doit respecter les termes du contrat. Et même si le contrat est, dès le début, un peu déséquilibré, ou s'il le devient déséquilibré, sous réserve, bien évidemment, de certaines dispositions d'ordre public française dont vous avez peut-être entendu parler, comme par exemple la notion de déséquilibre significatif. Mais sinon, sous réserve de cet interventionnisme du droit commercial, le juge n'a pas le pouvoir, on va dire sans limite, d'adapter le contrat, sauf maintenant avec cette disposition-là. Alors, on parle de changement imprévisible de circonstances. J'ai interverti les textes dans la définition légale parce que c'est bien le changement qui est imprévisible, pas les circonstances. Donc, ça veut dire que les circonstances peuvent être préexistantes, mais c'est un changement de ces circonstances qui est imprévisible. Et on parle bien de changement, ça veut dire que ça peut être évolutif. Il faut l'avoir en tête pour savoir comment vous allez l'utiliser dans les prochains mois pour vos nouveaux contrats. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Et est-ce qu'on sera toujours dans l'hypothèse où on pourra continuer à invoquer l'imprévision? Ce changement rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse sur les termes de la loi. Excessivement onéreuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à écrire, ou si votre partenaire écrit en disant « ça me coûte un peu plus cher » ou « c'est un peu moins rentable », vous êtes déjà mis en situation de ne pas pouvoir invoquer valablement l'imprévision. Parce que c'est un impact financier majeur. Et que cet impact financier majeur, vous ne l'aviez pas accepté, on va dire expressément, de l'assumer au moment de la conclusion du contrat. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est prévu dans la loi concernant le mécanisme. J'ai essayé de vous le décrire, ce n'est pas exactement mentionné comme ça, mais j'ai essayé de vous le décrire par étapes. Étape 1, ça permet aux parties de demander la renégociation du contrat. On n'est pas exactement dans une obligation de renégociation. En revanche, on est même certainement dans une obligation de participer à la renégociation pour potentiellement l'adapter. Mais celui qui invoque l'imprévision doit continuer à exécuter ses obligations. Ça, c'est un sujet majeur, compliqué, pour véritablement mettre en œuvre, on va dire valablement, la technique de l'imprévision, parce qu'il faut continuer à exécuter le contrat aux obligations initiales du contrat. En cas d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de résilier le contrat à une date et aux conditions qu'elles déterminent. Vous allez me dire, très classique, hein, les parties ont toujours le droit de s'accorder, d'être intelligentes, elles ont le droit d'être de bonne foi et elles ont le droit à tout moment de dire on arrête de travailler ensemble ou au contraire on continue malgré tout. C'est l'étape 3 qui est importante puisque, à défaut
d'accord sur la renégociation ou à défaut d'accord sur la résiliation, les deux parties ou l'une des deux parties peut saisir le juge compétent afin de lui demander soit de réviser le contrat, donc de l'adapter, soit d'y mettre fin à nouveau aux dates et conditions qu'il fixera. Le point crucial, c'est de demander au juge la révision du contrat. C'est ça le point important. C'est compliqué, c'est récent. Les juges ne sont pas forcément, je pense, formés pour cela. Les tribunaux de commerce avaient pour habitude de sanctionner des comportements déviants des commerçants, c'est-à-dire de constater des fins de contrat, de prononcer des fins de contrat et d'ordonner des réparations, des astreintes, des dommages à intérêts, etc., etc. Être dans une optique de réadaptation, c'est compliqué. Puis en plus, c'est compliqué, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut comprendre le business des deux parties. Mais voilà, c'est dans leur pouvoir. Je ne sais pas si ça va toujours marcher. Je ne sais pas si les juges auront la capacité et le temps dans les prochaines semaines de se pencher sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de contrats, je parle par exemple des contrats que j'ai à la rédaction desquels j'ai souvent participé, on exclut, parce que c'est possible de l'exclure, l'intégralité de l'imprévision, ou on exclut à minima le pouvoir du juge d'adapter le contrat. Donc, soit il y a un accord entre les parties, soit il y a résiliation par le juge. L'intérêt de l'imprévision, finalement, de ce mécanisme-là, si on l'invoque, c'est de prévoir une sorte de processus de discussion avec votre partenaire. Parce que vous pouvez lui imposer des étapes, vous pouvez le cadrer dans un cadre légal, mais à la fin, je ne suis pas sûr que la révision par le juge sera la panacée, surtout en termes de réactivité, parce qu'on risque d'avoir, devant les juridictions judiciaires, à tout le moins les juridictions judiciaires françaises, peut-être un encombrement des procédures. Dernier point sur les outils classiques, l'exception d'inexécution. C'est probablement un outil sur lequel il faut pas mal se pencher. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'hypothèse suivante. L'une des parties doit exécuter son obligation. C'est exigible. L'autre partie soit devait l'exécuter et ne l'a pas fait, soit va l'exécuter, mais manifestement, elle ne va pas le faire. Et que cette inexécution est grave, on va dire substantielle, à la fois dans sa nature et puis aussi, parce que l'article n'est pas très clair là-dessus, probablement dans ses effets sur votre contrat. Dans ce cas-là, vous avez le droit, ou l'une des deux parties a le droit d'invoquer le cas de suspension de ses propres obligations. Il doit notifier cette décision de suspension. Normalement, il doit aussi la justifier. Et cette suspension va être nécessairement temporaire. Donc, soit, finalement, l'autre partie qui était à l'origine par sa propre inexécution va s'exécuter et le contrat continue. Et dans ces cas-là, vous devez exécuter votre propre obligation. Soit, finalement, l'autre partie est toujours défaillante et vous allez, à un moment ou à un autre, prononcer la résiliation du contrat selon différentes techniques. Mais en tout cas, vous allez notifier la fin du contrat. Voilà. Le point important et on va dire récent là aussi dans la réforme de 2016 de cet article, c'est la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution avec une obligation de l'autre partie qui est future, mais pour laquelle vous estimez que la défaillance sera manifeste, elle est quasiment acquise. Et dans le contexte du Covid, c'est probablement un bon outil pour se protéger et engager des discussions. Alors, quels sont les autres outils de négociation? Ce sont des outils, on va dire, traditionnels du commerce international ou du droit français, mais qui vont, dans le contexte de la crise du Covid, qui peuvent énormément reprendre d'intérêt, d'actualité. Et ce sont par exemple, les deux premières, même les 2, 3, enfin 1, 2 et 4, ce sont certainement des notions sur lesquelles les juges vont énormément se pencher. J'ai déjà été amené au cours des dernières semaines à discuter avec des juges au tribunal de commerce pour savoir un peu comment ils allaient appréhender les futurs contentieux en termes de volume.
Ça, c'est un vrai sujet. Et aussi en termes de positionnement par rapport à la force majeure, etc., etc. L'un des sujets qui revient central, c'est l'obligation d'agir de bonne foi. Son corollaire, on va dire, ou l'une de ses illustrations, c'est l'abus du droit d'invoquer un droit. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours invoquer un droit, par exemple un droit de résiliation, un droit de non-renouvellement. Mais les conditions dans lesquelles ce droit est invoqué, qui en principe, ces conditions sont légitimes, eh bien, dans le cas particulier de la crise du Covid, ça peut dégénérer en abus. En tout cas, vous pouvez invoquer un abus. La caducité est une technique contractuelle connue depuis des décennies. C'est lorsque, au moment de l'exécution du contrat, l'élément essentiel de celui-ci disparaît. L'un des exemples qui est donné, et donc dans ces cas-là, vous prononcez la caducité. La caducité, c'est que là, à nouveau, on remet normalement les parties en état. Le contrat n'a pas à être exécuté et c'est comme s'il n'avait jamais existé. L'un des exemples qui est donné, par exemple, c'était pour l'Euro de football, qui va avoir lieu dans quelques mois, mais on peut parler d'autres événements. Si un prestataire devait travailler avec un autre prestataire ou devait livrer certaines marchandises à un client en vue de il fallait que ce soit expressément mentionné, en vue de cet événement, si l'événement, qui est un élément essentiel de l'exécution du contrat, disparaît pendant l'exécution, vous pouvez prononcer la caducité. Il faut juste bien identifier si ça avait été dans l'esprit des deux parties considéré comme étant un élément essentiel. Enfin, vous avez une obligation importante qui va revenir sur le devant de la scène, qui est mentionnée dans la Convention de Vienne, mais qui est un principe, on va dire, général du droit des contrats. C'est l'obligation pour la victime de minimiser son propre dommage. Donc, il y a d'un côté un fautif, de l'autre côté, il y a une victime, et ce n'est pas parce que vous êtes victime et que vous êtes dans votre bon droit que vous devez laisser tous vos potentiels dommages se développer sans prendre des mesures pour tenter de limiter vos propres dommages qui, le moment venu, vous seront probablement, peut-être, indemnisés par la partie fautive. Donc, c'est un équilibre avec l'obligation d'agir de bonne foi. Voilà pour les outils traditionnels de négociation ou de rééquilibre. Je vais passer maintenant en revue quelques exemples. Alors, je ne vais pas forcément vous donner de solutions, mais c'est plutôt pour vous donner quelques éléments de réflexion. Puisqu'encore une fois, vous avez bien compris, c'est très contextuel. Et ça dépend de le rapport de force, bien évidemment, entre les parties, mais ça dépend de la date à laquelle le contrat a été signé, ça dépend surtout aussi des dispositions contractuelles, des contrats, etc. Premier exemple, je n'ai pas pu livrer à la date convenue les produits commandés, j'ai un très gros retard, puis j'ai invoqué la force majeure. En fait, des questions que vous devez vous poser pour la force majeure, c'est quelle est la nature du retard et son origine. Est-ce que c'est lié à un fournisseur ou un sous-traitant? Est-ce que c'est lié au fait que vos salariés étaient absents? Est-ce que c'est lié au fait que vous n'avez pas pu expédier ou transporter la marchandise? Et donc, dans ces cas-là, on doit se positionner par rapport à l'Incoterm. Parce que vous comprenez bien que si vous aviez la charge du transport avec un Incoterm DAP, Delivery at Place, c'est pas la même chose que si vous aviez utilisé un Incoterm Ex-Works avec une livraison sortie de vos ateliers. Il va falloir appliquer votre cas, ce cas-là, au tamis des trois critères, et notamment l'irrésistibilité, et notamment, donc je l'ai mis un peu plus loin, le plan B. Quels étaient le plan B par rapport à l'événement qui vous affecte? Donc, soit un autre fournisseur, soit un autre sous-traitant, soit un remplacement des salariés, soit un autre mode de transport. Est-ce que c'était possible ou pas? Évidemment, il faudra tout de suite se dire quel est le timing possible. Est-ce qu'on est sur un retard de X jours, de semaines ou de mois, puisque vous allez anticiper soit une suspension, soit une résiliation. Et puis, il faut se dire, est-ce que vous avez déjà notifié au moins votre retard et la force majeure qui va avec? Puisque c'est soit imposé par les textes, comme par exemple la Convention de Vienne, soit c'est imposé par le principe par votre contrat, soit par le principe de bonne foi. Toujours pour la même hypothèse, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, vous pouvez aussi vous demander si l'acheteur doit payer ou devait-il payer un acompte. Et quand l'acheteur doit-il payer le prix? Et est-ce que ce prix est garanti par un crédit documentaire, par une stand-by letter of credit ou par une lettre de crédit?
Pourquoi? Parce que dans ces hypothèses-là, eh bien, vous pourriez probablement invoquer l'exception d'inexécution, voire l'exception d'inexécution par anticipation. S'il y a un crédit documentaire et une stand-by letter of credit, ça va être plus difficile. S'il n'y en a pas, c'est très probablement une hypothèse. Vous n'allez pas invoquer la force majeure, mais plutôt l'exception d'inexécution. Mon distributeur a bien reçu mes marchandises, mais ne peut ou ne veut payer le prix et c'est lui qui invoque la force majeure. Comment réagir? Alors, si c'est le droit français qui s'applique, il faut savoir qu'en droit français, la force majeure ne peut s'appliquer à une obligation de paiement. Parce qu'on considère que la somme d'argent, l'argent, ce qu'on appelle est fongible, et qu'il y aura toujours la possibilité pour celui qui doit payer, eh bien, d'en trouver. Alors, vous allez me dire, c'est un peu simpliste, mais c'est l'état de la jurisprudence qui d'ailleurs est constant là-dessus, qui pourrait évoluer éventuellement, parce qu'on est dans une situation assez exceptionnelle, mais en l'état, c'est une obligation de paiement ne peut être suspendue en invoquant un cas de force majeure. Sauf si on parle de la partie opérationnelle du paiement. Donc, par exemple, contrôle d'échange affectant un pays étranger ou carrément faillite du système bancaire. Alors, j'ai dit faillite, mais ça peut être tout simplement, on va dire, breakdown du système informatique du système bancaire. Mais sinon, et bon, là, ce sera un événement extérieur, mais sinon, en soi, malheureusement, je dirais, l'hypothèse, enfin, ou plutôt l'étape suivante en matière d'obligation de paiement, s'il n'y a pas de possibilité de plan B sur l'obligation de paiement, c'est la cessation de paiement. Et à ce moment-là, le débiteur est placé sous la protection d'une procédure de sauvegarde judiciaire ou de redressement judiciaire. Donc, dans ces cas-là, il faudra vous poser la question, est-ce que la dette a été échue pendant la PJP avant ou après, selon le système selon les exemples que je vous ai donnés? Y a-t-il un crédit documentaire, une lettre de crédit? Il faut savoir si elles sont régies, elles, par les règles de la CCI. Vous savez que ces outils de garantie de paiement, de garantie de prestation peuvent être soumis à des règles uniformes de la CCI avec leur propre définition de la force majeure. J'ai reproduit à la fin la définition de la force majeure dans les crédits documentaires. Je pourrais vous en dire un mot. Vous allez à ce moment-là réagir. Vous pouvez réagir en le mettant en demeure de payer, bien évidemment, puisqu'il ne pourra en principe pas invoquer la force majeure, mais vous allez aussi suspendre vos nouvelles commandes, exception d'inexécution, même si ce n'est pas prévu par votre contrat. Il faut savoir en revanche que devant le juge français, selon le droit français, un débiteur peut demander un délai de paiement jusqu'à 24 mois maximum. Il est probable que ce soit une règle, les 24 mois maximum, qui soit appliquée peut-être plus facilement que d'habitude par les juges judiciaires. Plus facilement, peut-être. Même s'ils sont très conscients que dans les cas de force majeure, dans ces cas de crise, il y a deux perdants, mais il y a toujours un qui perd un peu plus que l'autre. Parce que celui qui peut invoquer le cas de force majeure ne va pas être responsable, c'est très bien, il a lui-même ses problèmes. Mais celui qui se voit invoquer le cas de force majeure ou imposer le cas de force majeure, lui ne pourra pas se retourner en principe contre son partenaire qui subit le cas de force majeure, alors qu'il a lui-même des frais, il a lui-même des retards, il a lui-même des engagements contractuels. Donc, l'équilibre, lorsqu'on invoque la force majeure, il va être très, très sensible parce que finalement, il y en a un qui va toujours perdre un peu plus que l'autre. Et puis, s'agissant de l'achat du paiement du prix des marchandises, cela peut avoir un impact sur le contrat de distribution et ça, il faut réagir par rapport au contrat de distribution, c'est-à-dire le respect des quotas, la clause résolutoire du contrat de distribution lui-même, voire la perte d'exclusivité dans le cas du contrat de distribution. Mon contrat exclut la force majeure comme excuse de responsabilité, est-ce légal? Eh bien, oui. L'exclusion de la force majeure est légale. Cette exclusion doit être non ambiguë. Elle peut ne pas être réciproque. Si elle n'est pas réciproque et que vous êtes dans ce qu'on appelle des contrats d'adhésion, c'est-à-dire que grosso modo, vous ne les avez pas beaucoup négociés, et c'est l'hypothèse du contrat d'adhésion, il faut quand même le savoir, c'est probablement l'hypothèse des conditions générales de vente ou d'achat qui sont envoyées, signées sans être modifiées. Sans être modifiées. Attention au contrat d'adhésion, c'est sans être modifié, mais sans avoir pu être modifié. C'est-à-dire que s'il y a une négociation qui conduit à ce que le contrat reste en l'état,
On n'est pas forcément dans le contrat d'adhésion. Mais en tout cas, si vous êtes dans le contrat d'adhésion et que la clause de force majeure est exclue uniquement pour l'une des parties, en général la partie qui a rédigé le contrat d'adhésion, vous pourriez, je pense, invoquer ce qu'on appelle le déséquilibre significatif et à la clé une clause de force majeure qui est réputée non écrite. Mon contrat est soumis au droit américain, puis j'ai invoqué le gel de la PJP et le Code civil français. En principe, non. La loi choisie par les parties doit être respectée par le juge et par le juge français. Et en principe, les juges français, les juges consulaires, les juges tribunal de judiciaire en matière civile ou en matière commerciale, de commerce, respectent le choix opéré par les parties. Avec une exception, c'est ce qu'on appelle les lois de police, les lois de police françaises, que le juge doit appliquer en écartant, on va dire, l'équivalent qui existe dans le droit étranger. Alors, j'ai un peu interpellé, j'ai mis un petit flash là, comme ça sur les lois de police s'agissant des ordonnances 306 et 427. Pourquoi? Parce que la circulaire qui commente l'ordonnance 427 précise que ces dispositions pourraient être des lois de police au niveau international, ce qu'on appelle des lois de police. Je suis un peu surpris. Alors, même si la circulaire dit que c'est sous réserve de l'appréciation des juges, très bien, merci, c'est le cas, c'est obligatoire, in fine, c'est bien les juges qui décident. Mais, a priori, ce n'est pas le bon mécanisme. Pourquoi? Parce qu'une loi de police au niveau international, si vous voulez, c'est le noyau dur de l'ordre public qui existe dans les relations franco-françaises, dans les relations internes. Or, dans la même circulaire, il est indiqué, 2 paragraphes au-dessus, que tous les dispositifs de gel dont je vous ai parlé pourront être amendés, voire écartés par des parties franco-françaises dans leurs contrats qui seront conclus à compter de maintenant. Donc, si on peut les écarter, c'est qu'a priori, ce n'est pas d'ordre public interne, puisque les 2 parties peuvent l'écarter. Il n'y a pas de partie faible, de partie plus à protéger en particulier. Les 2 parties peuvent l'écarter. Il faut qu'il y ait un accord. Et je ne vois pas comment on pourrait dire à la fois que ce n'est pas d'ordre public en matière interne et dire que c'est une loi de police au niveau international. Donc, à mon avis, ce ne l'est pas, mais c'est écrit. Et donc, dans votre cas, puisqu'après tout, on est dans un contrat soumis au droit américain et il y a une question qui est posée, eh bien, vous aurez peut-être intérêt à citer le texte de la circulaire pour indiquer que c'est peut-être une loi de police. En théorie, je pense que ça n'est pas. S'agissant de force majeure, imprévision, exception d'exécution, caducité, ce ne sont pas des lois de police. C'est le Code civil. Le Code civil, toute partie peut y déroger. Il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ordre public. En revanche, l'une des pistes de réflexion pourrait être ce qu'on appelle les pratiques restrictives de concurrence, à nouveau le déséquilibre significatif, voire la rupture brutale. Je rappelle que la rupture peut être partielle, brutale et partielle, et dans certains cas, on pourrait peut-être être, à cause du Covid, dans des ruptures partielles brutales. Or, ce sont des dispositions qui sont plus facilement, pas toujours justifiées, mais plus facilement jugées comme étant des lois de police et que les juges français appliqueront peut-être plus facilement, même si le contrat est soumis à un droit étranger. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Alors, dernier exemple, le salon international a été annulé par ses organisateurs, puis-je obtenir le remboursement de mon acompte et annuler les prestations annexes? Il faut, je pense, distinguer les deux. Pour le salon, évidemment, ça va être quelle est la date d'annulation et de tenue du salon. Quel est le motif invoqué? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vrai cas de force majeure ou est-ce que c'est, grosso modo, une décision par précaution, une décision finalement à un moment ou à un autre commercial parce qu'on se rend compte qu'il y aura peut-être moins d'exposants, il y aura moins de personnes à venir, qu'autant se concentrer sur une date ultérieure, etc. Et puis, aussi, quelles sont les clauses du contrat? Donc, quelle est la date, quel est l'événement, quel est le motif et quelles sont les clauses du contrat vis-à-vis du salon international pour obtenir le remboursement de l'acompte. Pour le prestataire tiers, le sujet qui va être compliqué, c'est de savoir qui prend l'initiative de l'annulation et de la force majeure. Parce que le prestataire, au moment où vous êtes allé le voir, ça dépend si c'était avant la PJP ou même avant l'état d'urgence, mais ça pourrait être à l'automne prochain, le prestataire annexe au salon central, pourra vous dire, mais moi je suis en état d'exécuter ma prestation. Supposons que les hôtels ouvrent et supposons qu'ils étaient ouverts en fin février, début mars. Idem pour l'animation de stand l'animation ou la location de stand.
Et donc, en fait, il faudra vérifier si le prestataire peut réaliser la prestation commande. Sinon, vous devrez aussi vérifier les clauses du contrat pour vérifier si vous pouvez, à cause d'un événement externe, qui est cette fois-ci l'annulation du salon, si vous pouvez invoquer cette annulation du salon pour annuler une autre prestation, alors que le créancier alors que votre partenaire, lui, est en état d'exécuter sa prestation. Alors, les futurs aménagements contractuels, c'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce que vous pourriez mettre aujourd'hui ou demain dans vos contrats? D'abord, est-ce que vous voulez geler ou pas la PJP? Vous pouvez l'aménager, vous pouvez y renoncer. Vous avez vu qu'il y a des délais, vous avez vu qu'il y a des délais ultimes. Je prends l'exemple assez important des obligations qui sont échues après la PJP. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Je pense que dans vos contrats, vous avez intérêt à limiter le bénéfice de la PJP pour les obligations de livraison d'exécution qui sont postérieures à cette PJP. Les clauses de force majeure, en fait, le vrai sujet, ça va être de savoir comment on prend en compte le Covid-19 actuellement. Il n'est plus imprévisible. Oui, il n'est plus imprévisible. On sait qu'il est là. Mais on va être en période de déconfinement. Vous allez peut-être repartir sur une activité. Qu'est-ce qui va se passer en septembre, octobre, novembre? On peut être sur des opérations de stop and go, à nouveau de confinement. On peut être sur une nouvelle vague de pandémie, etc., etc. Et donc, très certainement, selon que vous êtes prestataire, fournisseur ou payeur, parce que d'un côté, il y a celui qui promet de faire quelque chose, l'autre, il y a celui qui promet de payer, vous allez intégrer différemment, mais réellement dans le contrat, il faudra rédiger la clause, l'impact du Covid. Est-ce qu'on dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on est sous réserve du Covid, et donc s'il y a à nouveau une fermeture, ce sera assimilé à un cas de force majeure. Et donc, il faudra peut-être, comme je l'indiquais, définir strictement des cas. Vous avez le droit de définir dans les cas de force majeure des cas de force majeure que vous considérez comme étant force majeure, même s'ils ne réunissent pas les 3 conditions. Vous pouvez aussi viser l'impossibilité partielle. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le Code civil, c'est moins le cas dans la Convention de Vienne, mais dans le Code civil, il faut que ce soit une impossibilité absolue. On ne peut pas exécuter. Alors que vous pourriez avoir des hypothèses finalement de complexité, des hypothèses de retard, etc., qui ne sont pas visées exactement par le régime légal. Et puis, je vous invite à prendre connaissance de la nouvelle clause type de la CCI, clause type de force majeure, qui est en annexe de ma présentation, qui vient de sortir, qui n'était pas liée du tout au Covid, mais qui reprend, on va dire, un certain sens dans ce contexte. Si on parle de l'imprévision, eh bien évidemment, vous avez là aussi, il va falloir se dire qui peut invoquer l'imprévision. On est dans une situation tellement extraordinaire que les repères, on va dire, de négociation sont un peu, ont beaucoup changé. Lorsqu'on rédigeait un contrat cadre, on va dire, dans le temps d'avant, j'essayais avec mes clients de déterminer mais qui va probablement être impacté par une situation d'imprévision. Normalement, encore une fois, c'est celui qui fabrique, c'est celui qui délivre, parce que notamment ses coûts peuvent exploser par rapport à son prix final. L'autre partie, bien sûr que oui, mais un peu moins. Ça peut être le cas puisque l'autre partie achète en ayant en tête soit de l'intégrer dans ses propres machines, produits, soit de le revendre. Donc, lui aussi peut être impacté, mais peut-être moins. Et donc, en général, on imaginait qu'il y avait plus une partie qui allait invoquer l'imprévision plus que l'autre, et que l'autre allait le subir et qu'elle n'avait pas du tout envie et qu'elle préférait rester collée au contrat. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est la particularité de la situation, c'est que toutes les clauses peuvent être invoquées par l'une ou l'autre des parties parce que la plupart des co-contractants sont impactés à des niveaux différents, peuvent l'invoquer de bonne ou mauvaise foi, ça on n'est pas dupe, mais il y a plus de réciprocité. Donc, notamment, est-ce qu'il faudra intégrer dans le contrat la suspension de l'obligation concernée? Puisque je vous rappelle que dans le Code civil, il faut continuer à exécuter le contrat tel quel. Deuxièmement, il faudra probablement borner les délais de négociation. Et enfin, il faudra, moi je pense, toujours renoncer à demander au juge l'adaptation du contrat. C'est en partie du temps perdu. En revanche, intégrer, c'était déjà un conseil que je donnais dans les contrats internationaux, mais là, ça prend encore plus sa valeur. Intégrer une clause de conciliation ou de médiation, par référence très certainement à un centre de médiation ou à un groupe de médiateurs, ça a tout son sens.
pour que vous fassiez un petit peu de, on va dire, de thérapie de groupe ou de famille, parce que lorsqu'il y a un blocage dans une négociation suite à une inexécution, il faut probablement aller parler à une troisième personne. Le juge peut être cette partie-là, mais il y a peu de dialogue. Alors que dans la conciliation ou la médiation, il y a ce tiers qui va favoriser les parties, un peu par son professionnalisme. Il va utiliser ces techniques de maïeutique pour amener les deux parties à un accord économique qui soit acceptable. Et probablement que si vous n'avez pas déjà de clause de conciliation dans vos contrats actuels, c'est ce qu'il faut mettre dans les futurs contrats. Ça aura tout son sens. Alors, en conclusion, lisez vos contrats CGV, CGA, c'est le moment. Analysez votre situation précise avant de prendre officiellement position. Documentez et gardez les preuves des difficultés invoquées. Mettez-vous aussi à la place de votre partenaire parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où, encore une fois, probablement, tous les partenaires économiques sont affectés par la crise du Covid. Alors que dans, on va dire, le monde d'avant, le cas de force majeure, l'imprévision, le renchérissement des matières premières n'affectaient que l'une des deux parties. Soyez imaginatifs sur les solutions de rétablissement et évitez les procédures judiciaires. Il faut être deux pour éviter les procédures judiciaires, pour faire la paix, mais évitez et favorisez plutôt des modes alternatifs de règlement des litiges en faisant appel à des professionnels de la conciliation et de la médiation. Voilà, j'en ai terminé. Je sais qu'il y a encore un peu de temps, j'ai un peu dépassé pour répondre à vos questions et aux questions du webinaire modéré par Jacques Renaud. Christophe, merci pour cette présentation un peu plus claire et riche. Il y a quelques questions qui sont tombées au cours de l'intervention. Vous pouvez bien sûr les envoyer sur le module QR, on va les retranscrire ensuite pour que tout le monde en bénéficie. Alors, il y avait une première question d'ordre tout à fait général. Est-ce que vous allez recevoir la présentation? Oui, la présentation va être transmise évidemment à tous les participants. Et pour ceux qui voudraient continuer les échanges avec Christophe Herry, le mail de Christophe Herry figurera dans cette présentation. Alors, j'avais une première question qui est tombée, qui demande si tout cela est valable pour les imports. Et ça rejoint aussi une autre question qui cherche à savoir s'il y a un calendrier des PJP pour les autres pays et si on a au moins connaissance de la PJP. Est-ce que cette PJP existe sur d'autres pays qui traitent avec la France? Alors, la PJP, celle que j'ai évoquée, elle ne sera applicable que si le contrat est soumis au droit français. Sous la réserve que j'ai évoquée tout à l'heure, la PJP et les règles de suspension, puisque l'une des circulaires a indiqué que les contrats qui seraient soumis à un droit étranger et qui feraient l'objet d'un litige devant les juges français, ces règles seraient probablement ce qu'on appelle des lois de police, donc pourraient quand même s'appliquer même si le contrat est soumis à un droit étranger. Pourquoi pas? Je dirais, allons-y et très bien. Techniquement parlant, je pense qu'il y aura des difficultés, mais pourquoi pas? Vous avez une position officielle qui vaut ce qu'elle vaut. Évidemment, ce sera plus dur en cas de litige devant un juge étranger, parce que le juge américain, si on lui dit c'est le contrat est soumis au droit américain, mais j'invoque une loi de police étrangère, là, il ne l'appliquera pas. Après, y a-t-il des dispositions identiques dans d'autres pays? Oui. Je sais que, par exemple, en Belgique, en Italie, vous avez des systèmes on va dire, de gel. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une période de gel, soit des obligations, soit des sanctions des obligations. La France a pris le parti de ne pas geler l'exécution des obligations, c'est-à-dire que les contrats doivent être exécutés. Le gouvernement n'a pas pris parti sur qu'est-ce qu'un cas de force majeure, qu'est-ce qui n'est pas un cas de force majeure. Elle a simplement dit tout ce qui est sanctions, soit extrêmement grave, c'est-à-dire financièrement grave, les pénalités, soit définitives, c'est-à-dire les résolutions, sont reportées à plus tard. Et donc le débat sur force majeure, imprévision, etc., en fait, aura lieu la plupart du temps plus tard. Ça permet aux parties de quoi? Bien, ça permet aux parties de souffler, probablement, de s'organiser, de commencer à discuter, en pouvant dire il y a des dispositions qui sont gelées. Alors, c'est sûr que c'est tentant, lorsque vous avez un contrat soumis à un droit étranger, de dire
moi, la clause résolutoire qui est dans le contrat, elle est gelée parce que en France, la PJP a gelé ce genre de clause. Encore une fois, vous pouvez le dire. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, un juge ou une cour d'appel ira dans ce sens, mais c'est en tout cas une technique de négociation. Et puis, pour ce qui est du droit étranger, encore une fois, il faudra aller voir dans le détail chaque droit étranger pour savoir quel est le mécanisme d'abord de définition de la clause et quels sont les effets. J'ai cru comprendre qu'en Belgique, il y avait carrément des suspensions de paiement autorisées, ce qui n'est pas le cas dans le système de la PJP. Vous avez le droit d'exécuter votre contrat. Les deux parties ont le droit d'agir de bonne foi, d'être intelligents, conciliants et bienveillants et de continuer à exécuter le contrat. Alors, Jacques, c'est toi qui poses les questions ou je réponds directement aux questions qui apparaissent? Allô, allô? Ah. Alors, oui. Il y a une question qui posait, les modes alternatifs de règlement des litiges ne sont-ils pas généralement plus onéreux que de faire appel aux juridictions dites classiques? Alors, la question est intéressante parce que moi, je suis souvent dubitatif sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Ça marche très bien dans certains pays. Ça marche moins bien en France depuis des années. Alors, ça se développe, hein, mais ça marche moins bien en France. Probablement pour des raisons culturelles et des raisons liées au système judiciaire. Pourquoi? Parce que très souvent, on s'aperçoit que dans certains pays, ça marche très bien, parce que comme la justice est très chère, on transige, on va voir des médiateurs, et finalement, les parties deviennent tout d'un coup très intelligentes lorsqu'elles reçoivent leur facture d'honoraires d'avocat. C'est le cas des pays de common law. C'est transigé et ça fait partie de la stratégie de transaction, et vous le voyez souvent dans la presse, il y a une condamnation et après, il y a une transaction. Après, ça peut être lié à des justices très lentes. Je prends l'exemple de l'Italie, engorgement depuis des années. Et puis, il y a aussi la partie culturelle des choses, notamment dans les pays, certains pays scandinaves. Cela étant, je pense qu'en matière internationale, c'était déjà une bonne chose d'avoir une clause de médiation. Et dans le contexte actuel, ça l'est. Simplement, il faut que ce soit enfermé. Enfermé dans quoi? Il faut que ce soit enfermé dans un certain délai. Parce que sinon, le créancier ne voudra pas se laisser embarquer dans des discussions qu'il a souvent déjà eues en direct et qui vont suspendre l'exécution du contrat. Donc, il faut que ce soit enfermé dans un délai. Deuxièmement, il faut faire appel à des professionnels de la médiation et de la conciliation. Vous avez des centres de médiation, comme par exemple le CMAP, par exemple le centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris. Vous avez d'autres centres de médiation qui peuvent être prévus soit par des chambres régionales, soit aussi par des chambres de commerce internationales franco quelque chose, hein, franco avec un autre pays. Vous pouvez avoir soit des centres, soit des listes de médiateurs. Et donc, il faut faire appel certainement à des médiateurs qui ont l'habitude de faire ce genre de médiation parce qu'il y a une technique. Hein, ça relève un peu de la psychologie, peut-être pas de la psychiatrie, je ne sais pas, mais il y a une technique de faire accoucher vers un accord. Est-ce que ça coûte plus cher? Ça prend du temps. Donc, le temps, il faut vraiment l'encadrer. Et le temps, quand on l'encadre, ça peut être quelques jours ou semaines. Si vous commencez à dire on se voit et puis dans 3 mois, etc., non, ça doit être assez court. Deuxièmement, il faut faire appel à quelqu'un qui est un professionnel et normalement, les taux du médiateur, alors on ne prend pas 3 médiateurs, on prend un médiateur, les taux du médiateur sont, ça peut être un forfait, ça peut être un taux horaire ou journalier. Je trouve que par rapport aux sommes en jeu, par rapport à l'option que vous avez, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Parce que l'option que vous avez, c'est quoi? C'est aller en contentieux, mais ce n'est pas attaquer à Brest ou à Saint-Brieuc une société qui se trouve en Alsace ou sur la Côte d'Azur. C'est engager un procès contre quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, devant le tribunal compétent. Ça peut être la France, ça peut être aussi un tribunal étranger, ou ça peut être l'un ou l'autre d'ailleurs, je dirais avec des options. Donc l'option est vraiment intéressante à prendre. C'est sûr qu'il y a un coût supplémentaire. Alors,
pour répondre exactement à la question posée, ce que j'entends par mode alternatif de règlement des litiges, pour moi, ce sont les modes alternatifs non contraignants, c'est-à-dire médiation, conciliation. Ce sont des modes non contraignants, c'est-à-dire que normalement, l'une des parties engage la médiation, conciliation, selon la clause qui est prévue. C'est souvent donc par référence au règlement de médiation, de conciliation d'un centre de médiation. Et l'autre partie peut tout de suite refuser, c'est peut-être pas son intérêt non plus, et elle peut y participer et à tout moment dire non, on n'y arrive pas, merci, au revoir. C'est non contraignant. Je ne mets pas là-dedans l'arbitrage. C'était peut-être aussi l'objet de la question. L'arbitrage est un mode de règlement des litiges contraignant. C'est l'alter ego du tribunal de la juridiction judiciaire. Quand vous choisissez l'arbitrage, vous ne pouvez plus aller devant une juridiction judiciaire. C'est ça et c'est ça, rien d'autre. C'est même beaucoup plus efficace, on pourrait en parler pendant des heures, que les juridictions judiciaires, de point de vue. Là, c'est plus cher. C'est plus cher parce que, tout simplement, il faut payer les arbitres. C'est légal, c'est même obligatoire. Il faut payer les arbitres ou l'arbitre. C'est toujours un nombre impair. Et quand vous faites référence à des centres d'arbitrage, comme par exemple le centre d'arbitrage de la CCI, de la Chambre de commerce internationale, c'est vrai qu'il y a des frais administratifs et des montants indicatifs d'honoraires qui sont élevés, qui sont fonction du litige. Et pour le dire très franchement, face à des très grosses entreprises, vu du point de vue des très grosses entreprises, c'est souvent un outil de défense. De défense au sens où, monsieur la petite entreprise, ou madame, si vous voulez aller en justice, il faut engager une procédure arbitrale. Voilà les frais qui vont être induits ou transigeants. Et on vous tord un peu le bras dans ces cas-là. Donc, il faut faire attention effectivement à ces modes alternatifs contraignants, c'est-à-dire l'arbitrage, qui est certes terriblement adapté au commerce international, parce que celui qui va trancher le litige est un professionnel. Il va être payé pour passer du temps sur votre dossier, et répondre à toutes vos questions. Donc, de ce point de vue-là, qualitativement, c'est très satisfaisant. En revanche, il y a un coût, et ce coût, il faut pouvoir l'anticiper. Mais vous pouvez l'anticiper en refusant d'aller dans tel ou tel pays en arbitrage ou d'aller devant tel ou tel centre où les tarifs sont beaucoup plus élevés. Vous avez des centres d'arbitrage en France, régionaux, où les coûts induits ou les pratiques ou les usages des honoraires des arbitres sont beaucoup plus raisonnables que sur des grands centres d'arbitrage internationaux. Voilà. Vous parliez, Christophe, tout à l'heure d'un risque d'engorgement, enfin un engorgement en Italie. Est-ce qu'avec cette période actuelle, on peut aussi craindre un risque d'engorgement en France? Oui. C'est l'un des sujets majeurs de préoccupation des juges aujourd'hui, des avocats aussi, mais des juges. Les juges ont deux sujets majeurs, le volume et la qualité, on va dire. Le volume, juste sur un point, par exemple, qui n'est pas vraiment de l'export, mais les litiges qui vont peut-être intervenir concernant les baux commerciaux. Les baux commerciaux, ils sont eux aussi exactement dans la PJP, c'est le même sujet. Il y a une règle spéciale sur les baux commerciaux des TPE, bon, c'est à part. Mais sinon, il peut y avoir à la fin de la PJP, mais potentiellement, un litige par magasin. Et s'il n'y a pas d'accord amiable, ça va arriver au tribunal. Et les juges au tribunal de commerce me disent, mais nous, on est là pour juger les déviances entre commerçants, les cas exceptionnels. Les litiges représentent 0,1% de toutes les transactions qui sont faites pendant un an. Si toutes les transactions, si tous les contrats, si tous les baux, par exemple, font l'objet d'une procédure judiciaire, mais là, c'est la faillite du tribunal de commerce. En tout cas, il y aura un engorgement qui ne sera même pas un engorgement, ce sera une paralysie. Et ça, c'est un vrai sujet. Ce qui va peut-être amener les tribunaux à mettre en place probablement des outils de conciliation préalable beaucoup plus structurés, peut-être un peu plus systématiques. Normalement, les tribunaux de commerce aujourd'hui cherchaient souvent, inciter amiablement, gentiment, amicalement plutôt, il y avait une petite pression les parties à essayer, dans le cadre de la procédure judiciaire, d'ouvrir une parenthèse de conciliation. Ce n'était pas toujours très bien vu parce que c'était quand même devant un juge auquel vous disiez plein de choses, un peu comme au docteur, à l'avocat, au psychiatre, sans savoir, même si ils n'ont pas à le faire et même s'ils disent qu'ils ne le font pas, mais il y avait toujours cette réserve de la part des justiciables,
sans savoir si finalement le juge que vous utilisiez comme conciliateur n'allait pas parler au futur juge qui allait vous juger, trancher et condamner. Bon. Donc ce qu'on appelle la muraille de Chine n'était pas évidente. Chinese Wall. Mais il faudra probablement s'en contenter, il faudra probablement aller vers cela, sinon il va y avoir engorgement. Et l'engorgement, il faut déjà savoir qu'il y a déjà engorgement à cause, on peut le dire comme ça, de la grève des avocats des derniers mois. Beaucoup d'affaires ont été renvoyées, pas toutes, mais beaucoup d'affaires, plutôt au civil qu'au commerce, mais quand même. Donc il y a déjà un retard, il ne faut pas se leurrer, il y a une justice qui, alors c'est pas à l'ordre du jour, est sous-équipée, sous-staffée, etc., etc. Il est probablement prévu, ça a été annoncé aujourd'hui, que plusieurs centaines d'auxiliaires seront recrutés pour aider les juges à peut-être instruire les dossiers, mais on va être dans un temps long, on va dire. Donc, et que ce soit sur les procédures d'urgence ou les procédures normales, parce que tout le monde va vouloir aller sur des procédures d'urgence pour avoir des délais assez courts, mais quand les juges auront trop de procédures d'urgence, eh bien on vous dira vos procédures d'urgence, ce qu'on appelle par exemple le référé provision, le référé cessation, on dira même en référé, on le juge dans 3 mois, alors que normalement la première date d'audience c'est 15 jours, 3 semaines après. Voilà, donc il y a un vrai sujet, d'où l'intérêt d'aller vers des procédures de conciliation, mais encadrées, qu'on sache où on va donc aller. Mais si ce n'est pas déjà écrit dans vos contrats, ça peut être un sujet, parce que évidemment, vous allez dire à votre partenaire étranger, allez, on va faire une médiation devant tel médiateur, devant tel centre à Rennes ou à Brest, même à Paris, ils vont vous dire, bah, pourquoi en France? Et pourquoi avec quelqu'un qui est français, qui certes parle anglais ou italien ou allemand, mais qui est plutôt francophone. Donc ça peut être un problème si ce n'est pas déjà écrit dans vos contrats. Et donc, dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres à venir après, est-ce que vous pensez que le service juridique international des banques est au courant de toutes ces règles liées à la PJP? Est-ce que pendant le service juridique sont… Le service juridique ou international des banques est au courant de ces subtilités juridiques? Je ne vois pas pourquoi les services juridiques ne seraient pas au courant par exemple, de la PJP, de l'étendue de la force majeure. Je pense qu'ils savent très bien qu'il y a des sujets lourds concernant leur propre… Alors d'abord, concernant par exemple leurs prêts, bon, ça c'est un sujet à part, mais par exemple pour parler des garanties à première demande et des crédits documentaires, il va y avoir des vrais sujets sur la confrontation de ces crédits documentaires aux règles que j'ai évoquées. Prenez un exemple sur la clause de déchéance. S'il faut faire quelque chose avant une certaine date durant la PJP, remettre des documents. Est-ce que remettre des documents à une banque au titre du crédit documentaire, qui est sanctionné souvent par l'extinction de l'obligation de payer, l'extinction du crédit documentaire, est-ce que ça peut rentrer dans la catégorie clause de déchéance, qui est une catégorie très large, très large, hein, il y a un peu de tout. En principe, oui, enfin en tout cas, si je suis côté utilisateur du crédit documentaire, je dirais oui. Parce que oui, ça veut dire on peut présenter les documents en l'état jusqu'au 24 août. Ce n'est pas la même chose. Sauf que vous avez, par ailleurs, ça c'est le droit français, vous avez dans les règles de la CCI, ce qu'on appelle les règles d'usance uniforme du crédit documentaire, UCP en anglais, la brochure numéro 600, vous avez une définition de la clause de force majeure, attendez, qui est là, toc, 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 je comprends. Donc ça c'est les ordonnances, vous avez les liens vers les ordonnances, vers le rapport, Code civil, Convention de Vienne avec la Convention de Vienne que vous pouvez lire tranquillement actuellement, règles d'usance uniforme. La plupart des crédits documentaires sont soumis aux règles d'usance uniforme. Il est indiqué expressément qu'à la reprise de ces activités, c'est-à-dire interruption liée à un cas de force majeure, une banque n'honorera ou ne négociera pas un crédit venu à expiration pendant l'interruption de son activité. Normalement, ça c'est la disposition du contrat. Normalement, c'est assimilé
à une clause peut-être de déchéance. Enfin, ça, c'est la force majeure, mais est-ce que son effet n'est pas assimilé à une clause de déchéance? Si c'est le cas, ça pourrait être reporté au 24 août. Mais ça va être un vrai sujet. Parce que cette clause de force majeure qu'on regardait un petit peu de loin, elle va probablement être utilisée par les banques, peut-être pour ne pas honorer leurs crédits documentaires lorsqu'ils sont expirés pendant la PJP. J'ai vu une autre question. C'est une question qui vient boucler, en fait, ce qu'on a évoqué. Oui, sur ça. Vous savez, d'abord, tous les opérateurs économiques, dans un premier temps, pas beaucoup, ont stoppé leurs conventions, ont stoppé leurs paiements et ont commencé à réfléchir ou en tout cas à essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que, voilà, moi il faut avoir beaucoup, je dirais, d'humilité en l'occurrence. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses en 1 heure, mais il faut aussi savoir que on est dans une période qui est extraordinaire, auquel on applique soit des dispositions assez ordinaires, soit des dispositions spéciales, vous voyez, la PJP. Bon. Mais la référence aujourd'hui, les références qu'on a, c'est quoi? C'est mai 68, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la grippe espagnole en 1919 en termes d'impact et en termes de réponse législative ou réglementaire. C'est-à-dire que voilà, c'est des événements majeurs, on va dire, de l'histoire contemporaine, qui ont conduit à ce moment-là, face à une désorganisation globale française ou globale mondiale, à des réponses assez exceptionnelles. Donc, pour prendre l'exemple de la force majeure, je ne sais pas aujourd'hui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc le point de crainte des juges, c'est la partie volume et c'est aussi la partie qualité. La qualité, ça va être notamment la force majeure parce que, techniquement parlant, la force majeure doit être caractérisée par chaque partie, pour chaque contrat et l'obligation en question dans le contrat. On ne peut pas dire, Bruno Le Maire l'a dit, il a bien dit que c'était pour les contrats de droit public, et en fait tout le monde a dit c'est sous réserve de l'appréciation du juge administratif. Il a dit pour ce qui est de l'administration, on considérera que le Covid, c'est un cas de force majeure. Mais sinon, non, c'est en matière civile en tout cas, cette déclaration politique ne s'applique pas, et au contraire, l'exercice devra être mené contrat par contrat et obligation par obligation. C'est un sujet, en principe, c'est ça. Est-ce que demain, alors probablement pas le législateur, parce que la procédure, les règles ne seraient pas rétroactives, mais est-ce que les tribunaux vont avoir une sorte de ligne directrice où ils vont beaucoup plus facilement dire ce qui est plus pas force majeure et force majeure, un peu plus systématiquement, pour pouvoir aussi régler cette question de quantité. Sinon, ils vont être obligés de demander à chaque partie de définir très clairement ce que c'est. Donc, il est normal que les banquiers soient perdus. Après, il est plus anormal que, au bout de 2 mois, il n'y ait pas de prise de position, au moins par rapport aux règles qui existent. Il y a des règles qui existent. On doit se positionner par rapport à ces règles en ayant en tête que demain, d'autres règles pourraient éventuellement encore être prises par le gouvernement. Bon, on a quand même eu déjà 2 ordonnances en 1 mois et demi, et que la réaction des juges pourrait être différente par rapport à toutes les jurisprudences qu'on a vues. Je rappelle que la plupart, et la France est bien placée pour le savoir, la plupart des jurisprudences, des décisions de justice qui ont été rendues au cours des 20 dernières années en matière d'épidémie, parce qu'il y en a déjà eu, ont très souvent rejeté les épidémies comme cas de force majeure, mais pas comme ça en disant globalement. Non, c'est parce que dans le cas présent qui était jugé à chaque fois, l'excuse, donc l'épidémie invoquée par l'une des parties, ne correspondait soit pas à la prévisibilité, parce que c'était déjà, par exemple, endémique, etc., soit à l'irrésistibilité. Donc, et là, en l'occurrence, bon, est-ce qu'on va continuer à avoir ce genre d'appréciation stricte ou est-ce que finalement, on va, face à la situation de crise, voir des juges qui vont nous dire non, on étend beaucoup et on simplifie énormément la définition de la force majeure.
Bon, on va sur ces mots. Ah, attendez, il y a une dernière question qui arrive. Pardon, non, c'est une conclusion, pardon, qui était envoyée. Donc, on va se quitter sur ces mots-là. Merci beaucoup, Christophe Herry, pour ces échanges et votre participation et vos conseils. Donc, bien sûr, vous allez tous recevoir la présentation, évidemment. Et pendant encore quelques temps, nos ateliers BCI se tiendront de cette manière. Ça, on peut difficilement faire autrement, mais je crois qu'on sera tous heureux de se retrouver comme un jour autour d'un café et d'échanger des cartes de visite. Attendez, il y a une dernière question. Hop, c'est les conclusions, des remerciements qui arrivent des participants. Merci à tous, portez-vous bien et à bientôt.